première chose, c'est de faire un bilan thermique de la maison. C'est important, une évaluation thermique et un bilan thermique. Le bilan et l'évaluation thermique permettent de révéler certaines choses. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et cela commence dès maintenant. Bonjour et bienvenue sur Aubercaille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Tony Roll. Bonjour, Tony. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors, toi, tu es plaquiste et peintre engagé dans une démarche éco-responsable. Fort de 25 années d'expérience dans le bâtiment, tu as fait un choix audacieux en 2018 en quittant ton ancien employeur, peu convaincu par les matériaux biosourcés, pour créer, avec ta femme, Émilie, votre propre entreprise en accord avec vos valeurs, donc dans le biosourcé. Et aujourd'hui, ton activité est centrée sur l'isolation avec deux partis pris forts. Ne travailler qu'avec des matériaux biosourcés tels que la laine de bois, la laine de coton recyclée et la ouate de cellulose, et te consacrer exclusivement à la rénovation, car résidant dans le Nord, une région que je tiens à cœur, où les passoires énergétiques sont nombreuses, tu es convaincu qu'il faut rénover avant de construire. Le sujet du jour, c'est donc l'isolation biosourcée avec une comparaison de 3 isolants que tu utilises. Pour les répéter, la laine de bois, la laine de coton recyclée et la ouate de cellulose. Est-ce que c'est tout bon sur cette présentation ? Tout à fait, impeccable. Impeccable ? Eh bien super, on va pouvoir enchaîner sur notre petit jeu brise-glace. Tu as 2 affirmations pour moi, une vraie, une fausse. À toi de me piéger sur le sujet du jour. Alors, dans les 2 affirmations, il y a le craft qu'on retrouve sur de nombreux isolants minéraux. Le craft est un frein vapeur. D'accord. C'est la première. Et la seconde, c'est les isolants d'origine végétale ou textile ont de meilleures propriétés que les isolants minéraux. J'ai envie de dire... alors, la deuxième, tu m'as dit que les isolants... Les isolants d'origine végétale ou textile, tels que la fibre de bois. Ok. J'ai envie de dire que c'est pas un frein vapeur, la première, donc elle est fausse, et la deuxième est vraie. Ouais, c'est carrément ça. Bah, la seconde était assez facile, effectivement, mais la première, c'est un sujet qu'on a souvent avec mes clients et avec des confrères. Le craft qu'on retrouve sur les isolants type laine de verre, laine de roche n'est pas un frein vapeur, ni un pare-vapeur, ni une membrane, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Il doit être accompagné d'un vrai frein vapeur ou d'un pare-vapeur. Et alors du coup, est-ce que tu sais à quoi sert ce craft ? Au maintien de l'isolant lors de la pose. En fait, cet isolant-là a tendance à avoir une mauvaise tenue. Et donc, sans ce craft, il tient mal dans l'ossature. Donc, on a tendance à le mettre avec un craft. Mais le craft doit être lézardé, un coup de cutter, et on doit y mettre un frein vapeur. Pour ceux qui travaillent, bien sûr, avec la laine de verre ou la laine de roche. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est plus mon cas depuis plusieurs années. D'accord. Et du coup, pour la deuxième, est-ce que tu peux donner juste un peu de contexte sur cette affirmation ? Oui, c'est sur déjà la tenue du produit. Effectivement, la fibre de bois, laine de coton, un maintien impeccable lors de la pose, ça c'est agréable. Le côté aussi agréable de la pose pour moi et mes collaborateurs, la durabilité. On est sur des produits qui vont au-delà des 50 ans sur la durabilité des produits, là où sur la laine de verre, on est sur 12 ans sur ses propriétés et sur 15 ans sur la laine de roche. Et le déphasage des matériaux, qui est excellent en fibre de bois. Juste en dessous, on retrouve la laine de coton, après la ouate de cellulose, et très en deçà, on retrouve la laine de verre et la laine de roche, qui ont un déphasage trop peu pour être convaincant et utilisable. Bon, on va rentrer dans le détail de tout ça. Ouais, bien sûr. Juste après. J'aimerais bien du coup faire un mini focus déjà pour expliquer à nos auditeurs déjà en quoi consiste un peu ton métier. C'est quoi être un plaquiste engagé ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'éléments là-dessus ?
Engagé dans mon quotidien, comme tu l'as dit, on a pris la décision d'ouvrir il y a pratiquement 7 ans, on est sur la 7e année, avec Émilie, mon épouse, en se disant qu'il fallait revoir un peu cette façon de travailler. On savait qu'il y avait des matériaux biosourcés qui étaient sur le marché, mais il fallait être aussi soi-même convaincu. Et j'ai gradé un peu le sujet. On a été chercher des informations de ci, de là. Beaucoup du côté de la Belgique pour nous. Les Belges ont un boulevard d'avance sur nous. Et pourtant, ils utilisent des produits que nous, on développe. Et dans l'engagement, on s'était dit prendre plutôt des produits recyclés. C'est pour ça que la laine de coton, j'insiste, j'aime beaucoup ce produit-là, sur son côté recyclé. Et sur le traitement des déchets, sachant que le bâtiment est le plus gros pollueur sur les déchets. Donc, ça nous paraissait évident d'avoir l'image, enfin, notre entreprise a l'image de ce que nous, on a mis en place au quotidien dans la maison. Donc, en utilisant moins de produits polluants, moins de solvants, parce que on a aussi la partie peinture. Donc, l'idée, c'était aussi de trouver des peintures biosourcées, mais qui tiennent aussi. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle de biosourcé, il y a cette image un peu, malheureusement, bobo qu'on peut lui donner dans le discours que j'entends souvent. Alors que non, non, c'est pas du tout ça. Et au niveau du métier, pour bien comprendre, peut-être qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas forcément le scope, on va de où à où dans la maison quand on dit on engage un plaquiste peintre pour faire ses travaux? Ça dépend. Moi, je m'adapte souvent aux besoins du client. Il y a l'isolation, il y a la distribution aussi des pièces sur laquelle on peut intervenir, et puis jusqu'aux peintures, au revêtement de sol aussi parfois, si le besoin il est. J'en ai des connaissances, donc je peux poser du PVC clipsable. Et là, c'est pareil. Il y a des choses qui sont sorties depuis quelques années sur du côté recyclé, des produits plus sains. Moi, j'aime beaucoup apporter aussi le conseil avant toute chose. Je n'arrive pas chez mes clients en tant que commercial. J'arrive comme un artisan qui vient donner des conseils. Et je donne mes conseils tout en sachant que je ne vais pas travailler avec tous les clients, mais en leur expliquant aussi comment ils peuvent bien engager leurs travaux chez eux en toute sécurité, avec des informations qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Le but pour moi, c'est qu'ils soient bien isolés, quelle que soit l'entreprise qui intervient. C'est que la réalisation de leurs travaux soit bien faite et en conformité. Ok. Oui, donc il y a quand même plusieurs pans, isolation, tout ce qui concerne le mur, on peut considérer tout dans le second œuvre, quoi. C'est ça. Plus ou moins. Ok. Tout à fait. Du coup, on va partir sur le sujet qui nous intéresse. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est l'isolation biosourcée et pourquoi ça devient peut-être de plus en plus populaire dans le secteur de la rénovation? Biosourcé, il y a plusieurs types de matériaux. Il y a la fibre de bois, où là, il y a une ressource, on utilise une création de ressources pour la fabriquer. Il y a les laines de coton, que j'aime beaucoup, comme j'ai dit, qui est recyclé. Donc là, la base de cette fabrication, c'est du jean. Donc il y a plusieurs sourcings différents. Il y a un sourcing qui vient des collecteurs. Alors, je ne sais pas si je peux citer des noms ou autres, mais qui collectent les vêtements, et quand on peut pas recycler ces vêtements-là dans une démarche de vêtements, ils sont réemployés en isolant, ou à la fabrication des jeans, les chutes de jeans aussi peuvent être réutilisées. Donc deux sourcing pour un produit au final très similaire. Il y a la boîte de cellulose où c'est du journal recyclé. Parfois on peut retrouver des extraits de journaux dans ces isolants à broyer. Il y a le chanvre aussi, qui devient de plus en plus intéressant. Alors, le chanvre aujourd'hui, le seul frein, c'est le prix à la fabrication. Oui. Parce que tout client a un budget, il faut s'y tenir. Le chanvre, il a des propriétés assez similaires avec la fibre de bois et coûte un peu plus cher que la fibre de bois, en tout cas dans notre région. L'idée, c'est d'utiliser des isolants de type végétal ou textile. Donc c'est ça, cette grande famille de biosourcés. Donc à l'opposé des isolants minéraux type laine de verre, laine de roche. Il y a le liège aussi qui est intéressant parce qu'il a des très bonnes propriétés aussi qu'on utilise parfois pour des raisons d'emprise, parce qu'il a des grandes propriétés à moindre épaisseur. Est-ce qu'on peut reprendre donc les principaux que tu utilises, puisque je suppose que tu les connais un petit peu plus, et sur les trois du coup donner un peu les grands avantages et inconvénients par rapport
à ces fameux laine de verre, laine de roche ou même peut-être le polystyrène. Ouais, on peut faire ça. On peut parler du déphasage. Je dis tout à l'heure, le Ouais. déphasage pour expliquer un peu, c'est pour faire simple, c'est le temps de transmission de l'énergie. Donc c'est les calories que tu as chez toi, comment elles passent de chez toi à dehors et vice versa aussi. C'est dans ce temps de déphasage là, c'est clair, plus il est long et plus il est intéressant. Que ce soit en hiver sur les calories que tu vas créer, comme en été sur les calories qui essayent de rentrer chez toi. Si on prend crescendo, le plus bas, c'est la laine de verre. On considère que la laine de verre, ça met 45 minutes de temps de déphasage. Très D'accord. peu. La laine de roche, on est à 1h15. La ouate de cellulose, on est à 6 heures de déphasage. Donc c'est déjà bien intéressant. Donc la ouate de cellulose, en général, on l'utilise pour les combles perdus. Donc on soufflait en vrac. En laine de coton, on peut utiliser aussi en vrac et en panneau. Moi, j'utilise plus en panneau. Là, on est entre 6 et 8 heures selon le sourcing. 6 heures pour celle qui vient des jeans recyclés, 8 heures quand c'est une ressource de chute de jeans à la fabrication des jeans. Et la roll, ça reste la fibre de bois, on est sur un déphasage de 12 heures. Donc on voit bien qu'il y a un gap entre le 45 minutes de la laine de verre, si on prend plus bas, aux 12 heures de la fibre de bois. Après, il y a la durabilité. La durabilité, elle est vachement importante. Comme j'ai dit, les biosourcés, en général, on considère qu'ils ont une durabilité de 50 ans en moyenne. C'est vrai pour tous les isolants, peut-être moins vrai sur la ouate de cellulose. Mais la ouate de cellulose, on peut ressouffler dessus sans perdre de propriété, tout ça. Donc, et cet effet aussi là qu'on ne peut pas retrouver sur la laine de verre, laine de roche. Laine de verre, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est entre 12 et 14 ans, mais ça dépend les gammes. La laine de roche, c'est 15 ans, et le restant de tout ce que j'utilise moi, on est sur 50 ans en moyenne. Ouais, donc c'est que déjà. Donc ça, c'est une sacrée différence. Je trouve ça incroyable. Du coup, enfin moi, c'est quand j'explique ça à mes clients, ça et puis c'est des sujets aujourd'hui. On a cette facilité à trouver les informations un peu partout. Si on va chercher les informations au bon endroit, parce que si on utilise des informations et qu'on regarde un peu qui édite ces informations-là, on peut tronquer un peu les gens. Moi, je vois souvent la laine de verre passer, par exemple, pour ses bonnes propriétés acoustiques. Elles sont horribles. Une bonne propriété acoustique, la laine de coton a des vraies bonnes propriétés acoustiques. Pour le coup, elle est meilleure que la fibre de bois pour ça. Mais bon, dans la communication qu'on retrouve chez les fabricants, ils tronquent un peu ça. Donc c'est ça aussi. L'important, c'est de trouver les bonnes réponses qu'on se pose. On peut continuer cette comparaison aussi. J'ai 2 autres critères peut-être sur le coût et sur l'aspect santé. Est-ce que oui. Est-ce que t'as des... Alors le coût aujourd'hui, je serais incapable de faire une vraie différence entre les coûts parce que quand on a ouvert nous, on n'a pas été chercher chez les fournisseurs des prix pour la laine de verre, laine de roche. Donc aujourd'hui, en tant que professionnel, je serais incapable de dire le prix réel de ces matériaux-là chez mes fournisseurs. C'est une réalité. Après, j'en ai quand même un retour de mes clients. Je sais aujourd'hui qu'on passe souvent en face de mes confrères qui travaillent en laine de verre, laine de roche, et qu'on est moins cher. Mais est-ce que c'est parce que on a cette volonté aussi nous de travailler uniquement avec les biosourcés et donc on fait attention au coût, ou est-ce que c'est vraiment le produit qui est moins cher? Je pense on a un entre-deux. La laine de verre, laine de roche, elle subit des grosses augmentations avec le prix du gaz. Suite au conflit qu'on connaît avec la Russie et l'Ukraine, il y a eu des grosses augmentations de fabrication et je pense que ça a entaché un peu le prix, le coût des matériaux de ce côté-là. Nous, il est assez stable. La laine de coton recyclée n'a pratiquement pas bougé en 2-3 ans. La fibre de bois, ça a augmenté à une époque, ça a bien baissé. En fait, la démarche va dans les deux sens. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec des concurrents, entre guillemets, directs avec des matériaux à l'opposé de ce que j'utilise, qui sont plus chers que moi. Donc, tant mieux. Je me dis que le message passe plus facilement aussi quand le prix est intéressant. Change un peu aussi. Mais bien sûr. Parce que la finalité, pour les gens, malheureusement, c'est souvent le prix. Il y a un budget. Je suis le premier à dire à mes clients, ce budget-là, il faut s'y tenir. Mais pas au détriment aussi des travaux engagés sur la durabilité, sur le confort au quotidien. Et un des arguments aussi qui peut convaincre, c'est cette durabilité fait aussi qu'à la revente d'un bien, ça peut se valoriser aujourd'hui. C'était pas le cas il y a quelques années. À l'achat d'une maison, on valorisait plus
la bonne santé d'une toiture, on disait, et puis les menuiseries. Aujourd'hui, l'isolation d'une maison à la revente, c'est important de savoir ce qui a été mis en place et la durabilité des produits qui sont installés. Et sur l'aspect sanitaire, santé, déjà pour nous poseurs, moi et mes collaborateurs au quotidien, c'est incomparable. Enfin, moi, mes collaborateurs sont extrêmement contents d'utiliser la fibre de coton et la fibre de bois. Et je pense qu'ils feront pas de marche arrière là-dessus. Là où moi, je suis d'une génération où on utilisait de la laine de verre, laine de roche, parfois sans les EPI bien conformes. EPI pour ceux qui savent. Ah oui, excusez-moi. C'est les éléments de protection individuelle. Donc tout ce qui est masque, combinaison, gants, lunettes, vêtements de travail, tout ce qui est censé avoir au quotidien. On est d'une génération où on utilisait ces isolants-là sans rien mettre parce qu'on nous dit ouais, t'inquiète, c'est pas grave, il y a pas de souci. Aujourd'hui, on commence à avoir des retours sur l'impact santé. C'est clair, les laines minérales, c'est cancérigène à l'utilisation. Alors c'est pareil, j'entends aussi le discours de mes clients qui me disent oui, mais quand c'est derrière la cloison, il y a plus rien. Il y a les fameux COV, les éléments volatiles qu'on retrouve un peu partout. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus, mais qui est important. Et ces isolants-là, c'est pareil, c'est une catastrophe sur ces COV, tous ces rejets. Donc voilà, le côté sanitaire, il est facilement compréhensible. D'ailleurs, quand je ramène la laine de coton sur le chantier chez mes clients, ils aiment bien manipuler ça. Ça les intéresse et pour eux, ils en voient facilement le bénéfice. Sur le plan santé, est-ce que tu as des retours peut-être de tes différents chantiers de clients quelques mois plus tard, comment ils se ressentent aussi au niveau de l'isolation, au niveau de comment ça se passe la vie dans leur maison avec peut-être le froid, le chaud, etc. Le froid, en fait, c'est une donnée qui est difficile à voir le bénéfice d'un isolant parce que quand il fait froid, mes clients ont tendance à chauffer un peu plus. Donc, ils pallient à ça. Donc, ça sera plus sur on va dire sur les économies qu'ils vont faire sur les factures l'hiver et plus que sur le ressenti. Par contre, à l'été, le vrai retour qu'on a facilement de tous ces clients-là, c'est qu'effectivement, le déphasage étant très bon, ils ont beaucoup moins chaud l'été. Et c'est là où c'est plus révélateur de plus en plus dans notre région du Nord, où les chaleurs sont de plus en plus fortes à l'été. Qui l'eût cru qu'un jour il ferait si beau dans le Nord, mais ça nous arrive et de plus en plus. Et donc voilà. Et clairement aujourd'hui le besoin c'est on m'appelle souvent en disant j'ai trop chaud à l'été. Mais c'est moins vrai en disant j'ai trop froid l'hiver. Mais c'est parce que ça, ils le ressentent pas. Ils le ressentent pas directement. Mais ils ont bien compris que si ça marche l'été, ça marche aussi bien l'hiver. Et à l'hiver, c'est plus la facture qui parle, plus que le ressenti. Okay. Comparativement, pour ces trois matériaux d'isolants, est-ce que ils se comportent différemment dans des conditions plus extrêmes? Alors bon, là, il y a les conditions du Nord, mais est-ce que tu sais pour des climats très froids ou humides ou chauds? Donc pour là, vraiment en fonction des régions de France qui peuvent vraiment varier en fonction. Est-ce qu'il y a des comportements qui diffèrent où il faut faire peut-être plus attention de choisir un isolant par rapport à l'autre? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors oui, effectivement, selon les régions, effectivement, il y a des isolants qui sont plus préconisables que d'autres. En général, la fibre de bois, tu peux l'installer un peu partout. Sincèrement, c'est ce qui se comporte le mieux. Après, en termes d'hygrométrie, je pense qu'effectivement, quand l'hygrométrie est un peu trop forte, quand l'humidité ambiante est un peu trop forte, peut-être que la laine de coton, c'est pas la plus optimisée pour ce type d'environnement. Après, ça dépend aussi des configurations des maisons. On n'isole pas chaque maison, on isole différemment chaque maison. Moi, en général, c'est dans les rampants, tout ce qui est toiture, on est plus sur de la fibre de bois. Le vrai besoin, c'est un chiffre qu'on retrouve un peu partout, mais qui est vrai et qui peut être encore plus vrai selon l'emprise de la toiture. Mais 30% de la déperdition, c'est par la toiture, ce qui est énorme. En général, c'est fibre de bois dans les rampants et on peut travailler ou en fibre de bois sur les murs ou en laine de coton parce qu'il y a un coût aussi différent et dans les besoins aussi de la maison. Est-ce que y a des projets justement, tu l'as un peu amorcé avec cette question-là, mais où c'est plus intéressant d'utiliser ces types de matériaux et ces isolants biosourcés, déjà peut-être en réno ou en construction. Je sais que toi, tu as le parti pris de la réno,
Mais en Mhm. construction aussi, est-ce que c'est aussi intéressant de les poser directement? Et est-ce qu'il y a je sais pas, ouais, des particularités, des types de projets recommandés pour utiliser ces isolants-là? Ou tous? Non, il y a pas de projet type recommandé pour ça. Alors dans la construction, j'ai envie de dire, si quelqu'un doit vraiment passer dans la construction, ben oui, carrément, il y a la fibre de bois, ça reste la Rolls, comme j'ai dit. Après, plutôt isolé différemment dans la construction, il y a des choses qui se mettent en place avec le chanvre, qui est intéressant, avec les blocs de chanvre, avec le chanvre projeté Mmh. aussi, que je ne fais pas, mais que je recommande énormément. Donc, je viserais plus cette mixité-là, bois, Mmh. chanvre, sur la construction. Dans la rénovation, ça dépend énormément de la typologie Mmh. de maison. Dans la région, par exemple, du coup, pour le nord, ce serait plus, c'est quoi qui est le plus utilisé? Dans la rénovation, il y a Un vraiment titre tous informatif. les isolants sont Oui. utilisés. Ouais, il y a vraiment tout. Il y a un petit fléau en ce moment qu'on retrouve un peu, c'est la mousse polyuréthane Mmh. projetée qui gonfle et qui a cet effet magique pour tous les clients. C'est un cauchemar, j'ai envie de dire. Je préfère entendre des gens qui isolent avec la laine de verre, laine de roche, que Oui. ce type d'isolant-là. Mais non, je vais pas dire que c'est malheureux, mais il y a beaucoup d'isolants sur le marché et on retrouve Mmh. vraiment de tout, Et sincèrement. du coup, pardon, toi, à ton échelle, sur les isolants biosourcés, dans tes chantiers, est-ce que tu as une proportion d'isolants qui est plus haute, enfin, un choix d'isolant qui est plus haute Oui, sur un... la laine de Oui. coton, clairement, la laine de coton recyclée pour ses bonnes propriétés, pour son coût aussi au mètre carré, un déphasage assez Mmh. correct. Hein. Moi, celle que je pose le plus, elle est plus sur les 8 heures de déphasage. Donc oui, bien sûr, ça reste mon produit Mmh. phare auprès des clients. Ok. Moi, je leur propose les deux en général, et c'est eux qui font le Entre la choix. laine de coton Genre, et la fibre de bois? et la Mmh. fibre de bois, excuse-moi, Ok. ouais. Entre les deux là, je leur explique les bienfaits de chacun et autres. Je devise sur les deux et puis je leur Ouais. laisse le Ok. choix. Est-ce que, en tant qu'artisan, vous rencontrez parfois certains défis à l'installation de ce genre d'isolant? Est-ce que vous avez besoin d'être formé? Est-ce que, et donc du coup, pour le parti pris aussi des personnes qui peuvent installer ça chez eux, quand elles font appel à un artisan, est-ce qu'elles ont des critères à valider auprès de leur artisan pour être sûr que la personne est capable de poser ces isolants? Donc, deux questions. La première, c'est est-ce que Ouais. il faut, enfin, il y a des défis pour installer ce genre d'isolant, et de deux, quels sont les critères un peu à vérifier auprès de son artisan euh, là-dessus? Alors les défis sur les isolants, ça dépend lesquels isolants, mais pour prendre la fibre de bois, comme j'ai dit, hein, je le répète, c'est le meilleur des isolants à mes yeux. Par contre, à la mise en place, c'est pas le plus chouette non plus. Il est un peu plus Mm. complexe, il est un peu plus, on va dire, cassant dans sa coupe. Donc, quand on l'installe, il faut être un peu plus vigilant parce que on peut avoir des parties moins bien isolées si on fait pas attention à ce genre de choses. Je prends l'exemple du rampant, de la toiture. Les toitures, en tout cas dans le nord, elles sont toutes différentes. Les largeurs de bois, les entraves, enfin, tout est différent. Chaque maison est vraiment différente. Eh ben ça, ce qui fait que à chaque installation en fibre de bois, on doit y faire attention sur l'optimisation des coupes pour éviter d'avoir trop de pertes et sur l'installation pour éviter que ça Mm. casse trop. Ce qu'on ne retrouve pas dans la laine de coton. Par exemple, la laine de coton, elle a cette facilité où j'ai envie de dire, on peut couper un peu plus large, elle s'écrase un peu, on peut combler si besoin à Mm. l'installation. Donc ces points d'alerte là, oui, effectivement, les deux isolants se posent pas de la même manière. Ce qui fait aussi, d'ailleurs, son prix. Il y a le prix des matériaux, mais il y a aussi le prix de de la Mm. main d'œuvre, de la mise en place des matériaux, qui est aussi un peu plus complexe. Dans les points de vigilance, il y en a plein, il y en a énormément. Ce fameux frein vapeur, par exemple. Alors frein vapeur ou par vapeur, il y a les deux. Je sais pas si ça te parle, mais souvent mes confrères parlent de Mhm. membrane. Membrane, c'est un nom générique pour deux types de membranes. C'est les freins vapeur et les pare-vapeur. Les freins vapeur, c'est quand on est sur un support dit ouvert, donc qui respire, type brique, tuile ou autre. Et les pare-vapeur,
C'est sur une configuration, on est sur une façade avec un gros crépi hyper lourd qui a été peint, ou des sous-bassements avec un parement type résineux ou autre qui ne respire plus en fait. Et là, on part plus par vapeur. L'idée, c'est que le frein vapeur, lui, va accompagner l'hygrométrie de chaque côté. Donc, il va autant celle de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, l'idée, c'est de laisser passer cette humidité pour éviter de détériorer et l'isolant et le complexe total, hein, donc la pierre ou autre. Le pare-vapeur, c'est quand l'isolant est dit fermé à l'extérieur. Dans ce cas-là, on l'empêche aussi à l'intérieur de migrer l'humidité dans les cloisons et de détériorer tout ça. Tout ça, c'est des points d'alerte. C'est des points d'alerte quand on choisit son artisan, voir s'il connaît un peu le sujet, parce que malheureusement, aujourd'hui, dans les formations, on vous l'apprend pas du tout. Tous les apprentis que j'ai eus sortis d'école, c'est pas un sujet qui est traité. D'accord. Et ça, c'est quand même bien malheureux. Mais c'est bien dommage, oui. Il y a peut-être un message à passer, je sais pas s'il y a des formateurs qui écouteront, mais... Je peux en passer plein, moi, des messages avec les formateurs. Donc voilà, il y a aussi... à plus large, hein, pour nous, c'est quand on vient installer aussi l'isolant, c'est souvent ça s'accompagne aussi avec le changement de menuiserie, des fenêtres extérieures et des portes. Là aussi c'est pareil, hein, c'est un cauchemar pour nous quand l'installateur de la menuiserie a bourré le contour de menuiserie avec de la mousse polyuréthane, cette mousse expansive qui est magique, qui est géniale, qui comble tous les petits trous autour de menuiserie. Cette mousse-là, il faut savoir qu'elle est interdite à l'emploi. Autant si tu as ton RGE, il te l'explique, autant la Fédération des PV6 de France l'interdit aussi dans son application. Malgré tout, beaucoup de mes confrères l'utilisent, et cette mousse polyuréthane se dégrade rapidement, et donc elle perd rapidement ses propriétés. Donc en fait, nous on va arriver avec un isolant nickel, avec des menuiseries aujourd'hui qui tiennent la route parce qu'elles sont d'excellente qualité, mais cette mousse polyuréthane, elle va se dégrader et on va perdre tous les bienfaits de tout ce qu'on a mis en place à cause de cette mousse. Okay. Donc ça fait partie des points d'alerte aussi. Le dernier que je pourrais donner, c'est pour les électriciens, c'est d'utiliser des boîtes pour cloisons sèches avec des membranes souples, pour éviter d'avoir dans chaque cloison, qui est bien isolée ou pas, hein, mais dans chaque cloison, il y a un courant d'air qui peut se créer, qui est naturel dans chaque maison. Et le fait d'utiliser ces boîtes avec membrane qui s'accompagnent aussi de notre frein vapeur qu'on a mis, c'est d'éviter de perturber aussi ce courant d'air. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok. Donc peut-être tout des petites. C'est peut-être aussi de faire une mise au point entre les différents corps de métier, hein, de toute façon. Donc là, c'était principalement tout ce qui est poste de menuiserie, l'électricité, qui fait partie de l'installation avec l'isolation. Ouais, c'est ça, qui est totalement connecté avec nous, qu'on retrouve souvent sur les chantiers. Et ça, c'est ce genre de choses que je donne en conseil à mes clients. C'est-à-dire, comme j'ai dit, hein, le but, c'est que leur projet se passe bien, qu'on travaille ensemble ou pas. Donc, je leur donne tous ces points d'alerte. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ça. Et je sens dans leur regard qu'ils sont contents d'avoir ce retour-là, parce que c'est des informations qu'on trouve pas facilement et qu'ils attendent forcément d'un professionnel. Mais quand on est en face plus d'un commercial, le commercial va vendre son produit, il va s'arrêter à ça. Quand on est en face d'un artisan, l'artisan, je pense qu'il est là aussi pour apporter son conseil avant tout. C'est aussi dans l'artisan, c'est aussi une sorte de vocation aussi de vouloir bien faire et d'aider aussi à bien construire, enfin peu importe l'objet ou le projet, mais donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vulgariser et expliquer les choses. Et c'est très bien. Un maximum d'audience sur ces isolants. J'ai une question. Quand on a ce projet-là, entre guillemets, peu importe l'isolant, entre la ouate, la laine de coton ou la laine de bois, j'ai mon projet d'isolation, est-ce que ça prend de la place? Est-ce que la gestion du chantier, comment ça se passe pour un particulier? Alors moi, je fais la rénovation, donc c'est beaucoup de particuliers. Ça représente un peu plus de 80% de mes clients. Oui, effectivement, quand il y a une isolation, en général, on s'arrête pas, on n'isole pas un mur. C'est très rare d'isoler qu'un seul mur chez les clients. On isole sur plusieurs pièces. Donc ça se prépare. Et moi, je conseille toujours à mes clients, quand on a plusieurs corps de métier connectés comme ça, comme l'électricien, poste de fenêtre et parfois la plomberie aussi, c'est de faire des réunions préparatoires
parce que le client, il a cette mission de maître d'ouvrage, donc c'est important pour lui. S'il l'a pas, oui. Donc, s'il n'y a pas d'architecte ou autre. Et c'est aussi, je leur explique parfois de créer un petit WhatsApp aussi pour la communication, c'est important, et travailler pièce par pièce, parce que sinon c'est plus vivable pour eux. Alors quand il y a une période où effectivement ils peuvent évacuer un peu la maison, c'est génial, mais c'est très rare. C'est un coût tout ça en plus. Donc moi je les conseille souvent qu'on travaille pièce par pièce. Donc oui, ça se prépare. De penser du après notre intervention. Qu'en est-il? Moi, vu que j'ai cette double casquette avec la peinture, je leur propose souvent du prêt à peindre. Ils aiment bien ça, donc ils aiment pas faire les enduits. Et encore moins le ponçage, donc je prépare jusqu'au ponçage et voilà, on se retrouve avec un support prêt à peindre. Mais tout ça s'explique, ça se prépare. Et d'autant plus quand il y a des enfants. Je fais très attention sur les chantiers où il y a des enfants. Les enfants, c'est des éponges à émotions. Donc, lors de travaux, ça peut être plus compliqué qu'on ne le croit pour les enfants. Même si les enfants prennent ça parfois en rigolant, ça reste des travaux, c'est chez eux. Donc, de voir des personnes étrangères travailler au quotidien chez eux et transformer un peu une maison. Donc ça, je l'explique aussi à mes clients. C'est qu'il faut faire attention à ça, c'est important. Dernier conseil. C'est des isolants qui ont besoin d'être protégés... C'est-à-dire, ça ne peut pas être stocké forcément à l'extérieur ou choses comme ça. Est-ce que c'est fragile? Oui. Ou alors fragile. Excuse-moi. Oui, le stockage forcément, tu laisses pas à l'extérieur. C'est d'autant plus vrai pour la boîte de cellulose. La fibre de bois, oui, elle ne supporte pas non plus d'être immergée dans l'eau. La laine de coton, je vais pas dire qu'on est content de la laisser dehors, qu'elle prenne l'eau, mais à moindre mesure, la laine de coton, quand elle sèche, elle garde totalement ses propriétés. Elle s'affaisse moins. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de poser de la laine de coton chez un client qui a subi malheureusement un dégât des eaux dû à une couverture de toiture qui n'a pas été faite en temps et en heure. Et il y a eu une pluie torrentielle et tout ce qui avait été mis en place en dessous avec le placo fini était à refaire. On a refait le placo et tout ce que j'explique à mes clients en disant que la laine de coton ne craignait pas l'eau, on a pu le vérifier ce jour-là sur la totalité de ce plafond-là, parce qu'effectivement la laine de coton en 30 ans avait totalement séché, elle avait gardé totalement son volume qu'elle avait. Donc on a pu la laisser en place. Ok. Donc ça c'est génial. C'est un beau matériau. Et bah, c'est pas mal. Est-ce que tu as, je sais pas, une dernière remarque pour nos auditeurs sur ces isolants qu'on n'aurait pas évoqués, que tu penses que ça peut être important, ou un conseil que tu aurais déjà donné à un de tes clients qu'on n'aurait pas évoqué? Bah moi, je dis toujours à mes clients, quand vous engagez des travaux, pensez à votre bien-être d'abord, mais surtout aussi entre guillemets à la revente du bien. Parce que c'est là aussi aujourd'hui, comme je disais, on fait attention à ça, ce type d'isolant qui a été installé, et donc à la revente d'un bien, se dire que l'isolant va tenir plus de 50 ans, c'est quand même sympa. Donc et c'est un élément à mettre en avant lors d'une revente d'un bien. C'est pour ça que les choix des isolants et des matériaux en général, hein, je m'arrête pas qu'aux isolants, mais tous les choix qui sont faits dans une maison en construction ou en rénovation, le but, c'est qu'on se revoit plus avant très très longtemps, voire plus du tout dans cette rénovation-là. Bah, sincèrement, j'aime beaucoup mes clients. Après, moi, je les retrouve sur plein d'autres projets parfois. Il y a des clients récurrents, mais en tout cas, sur la rénovation d'un bien, pensez à long terme et pas vraiment, j'insiste, hein, mais la durabilité des produits, c'est important. Cette durabilité-là, au-delà du bien-être du quotidien pour moi et mes clients, c'est aussi de travailler avec des isolants qui tiennent la route. C'est pour ça que je les ai choisis aussi. J'aurais pas été forcément sur les biosourcés dans son intégralité des applications si on m'avait dit que ça tenait pas non plus. Je me serais posé la bonne question en disant pourquoi l'utiliser, même s'il y a un confort, si c'est pour me dire qu'il faut recommencer tous les X années. Là, ces isolants-là, ils cochent toutes les bonnes cases. Donc on devrait normalement, si tout va bien, dans quelques années, n'utiliser que ça. Et on sent que la tendance de toute façon va dans ce sens-là, et tant mieux. Et là, on était sur des petits fabricants pour certains matériaux comme la laine de coton. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la concurrence en face passe le cap et fabrique à plus grande échelle. Et quelque part, tant mieux. Tant mieux parce que ça fera baisser aussi les coûts de fabrication et puis ça prendra plus écho auprès des artisans qui ne passent pas le cap. Moi, je rêverais d'avoir des confrères qui travaillent aussi avec ces isolants-là. On est trop peu sur le marché, vraiment. Hein. Je manque pas de travail ni rien et j'aimerais aujourd'hui que plusieurs confrères proposent la même chose que moi pour pas qu'il y ait cette alternative sur les laines minérales. Et qu'on aille dans le bon sens, oui.
Complètement. Qu'on aille dans le bon sens. Ouais. Et je trouve qu'on a fait un bon petit tour. Si tu vois rien d'autre à rajouter, Tony, je te propose qu'on passe à cette phase actionnable du podcast. Allons-y. Allez, c'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Ubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de rénover son habitation avec des isolants biosourcés ? Une première étape, une première chose à faire. Première chose, c'est de faire un bilan thermique de la maison. C'est important, une évaluation thermique et un bilan thermique, parce que la maison, elle a déjà des choses en place, et parfois c'est compliqué à savoir ce qui a été mis en place. Donc ce bilan thermique, c'est la première chose à faire avec quelqu'un qui en a aussi les capacités, parce qu'aujourd'hui on peut tous aller louer ou acheter une caméra thermique. C'est pas parce qu'on a une caméra thermique que c'est un joli jouet qu'on sait l'utiliser. Moi, j'ai fait une formation pour ça. J'ai acheté une caméra thermique parce que je suis un curieux de naissance et je voulais proposer aussi cette application-là à mes clients. Mais je me suis formé aussi parce que la lecture d'une caméra thermique est un peu complexe et je m'en suis encore plus aperçu lors de cette formation-là. Mais ce bilan et cette évaluation thermique, c'est la première chose à faire pour une maison. Ok. Pour voir les besoins. Eh bien, c'est bien noté. Cette première étape, faire un bilan thermique. Hyper clair. Question plus personnelle. Pour toi, du coup, c'est quoi ton bercail idéal ? Enfin, votre bercail idéal, peut-être avec Émilie, mais tu peux déjà dire pour toi. À l'idéal, pour moi, c'est à long terme, en tout cas pour moi, ça sera la maison autosuffisante. C'est-à-dire qu'elle consomme peu, voire pas du tout, et en autosuffisance sur sa production électrique, sur son apport d'eau avec récupérateur d'eau. On voit que ça se développe de plus en plus, c'est bien. Je pense qu'il y a encore des choses à voir. Une fois de plus, on parlait de la durabilité. Je suis un peu sceptique sur la durabilité des panneaux solaires, bien que le sujet avance et à grands pas. Mais je pense qu'il faudra y passer par ça. Et moi, c'est la vision que je donne à une maison. C'est on consomme moins, on consomme mieux, avec des éléments moins énergivores. C'est une maison qui se comporte bien aussi, autant à l'hiver qu'à l'été. Okay. Voilà mon bercail idéal. Si tu avais un mot, du coup, pour le décrire, ce serait quoi ? Un mot, autosuffisance, c'est bien. Autosuffisant, ok. C'est ok, je prends. Est-ce que tu aurais des ressources, Tony, ou pour t'informer sur le sujet des isolants ? Est-ce que, je sais pas, tu aurais des livres, des personnes à suivre Ouais, alors, dans les personnes à suivre, je retourne un petit feuille. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux, je sais pas si ça te parle, c'est Lefrançois Claude. Si, j'ai déjà entendu. Il est génial, ce monsieur. C'est un conférencier habitologue. Il est issu du BTP. Il était dans la menuiserie extérieure et l'isolation extérieure. On retrouve un peu partout. Ces sujets sont assez pertinents. Il est toujours dans le vrai. Il est dans le conseil. Il n'est pas dans le jugement. Donc c'est quelqu'un à suivre. Si le sujet intéresse les gens, si les gens veulent s'engager sur des travaux à faire eux-mêmes, parce que moi c'est pareil, les personnes qui veulent faire des travaux eux-mêmes, c'est très bien. Enfin, s'ils en ont les capacités et la curiosité, lancez-vous. Il y a plein de sujets à gratter, mais lancez-vous, c'est intéressant. C'est une belle aventure. Et Lefrançois Claude, c'est quelqu'un à suivre pour cette démarche-là. Donc ça, c'est pour les personnalités à suivre. C'est vraiment celle que je recommande à 110%. Et dans les ouvrages, il y a un ouvrage que j'aime bien, qui a été réactualisé, c'est celui-ci. Alors du coup, je me permets de le lire parce que tu me le montres. C'est l'isolation thermique écologique de Jean-Pierre Oliva, c'est ça, et Samuel Courget. C'est ça, tout à fait. Voilà. Qui a été maintes fois réédité. Il est remis à jour régulièrement. La dernière édition, c'était 2023. Donc c'est bien, ils prennent en compte les nouveaux isolants. Et
nouveaux besoins. Et dans le second, que j'aime beaucoup aussi dans la rénovation, c'est celui-ci sur les pathologies. Général du bâtiment. Ouais, Pas à lire l'auteur, si tu arrives à me le dire. Excuse-moi. Alors, l'auteur, c'est Philippe Philippari. Voilà. Bon, je mettrai de toute façon en description. Ouais. Et c'est un ouvrage que je recommande pour ceux qui vont acheter un bien en rénovation, parce que parfois on se pose des questions sur les pathologies d'humidité, les champignons ou autres. Souvent, c'est un manque de ventilation, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la ventilation, mais la ventilation d'une maison est très importante. Tout à fait. Sujet, ça va de pair. Très intéressant. Ça va de pair. Tout à fait. Super. Est-ce qu'il y aurait, j'aime bien poser cette question, des personnes que tu aimerais voir sur ce podcast, que tu n'aurais pas forcément vu encore, ou sur un sujet, si t'as pas la personne, un sujet qui t'intéresserait? Le François que j'ai conseillé, si je pouvais le voir en podcast, ouais, ce serait génial, ouais. Ok. Avec grand plaisir de le voir. Et je pense que lui, il a 1000 sujets dans sa poche, donc. Oui, il y aurait de quoi trouver. Il y aurait de quoi, ouais. Ok, super. Et on touche à la fin de ce podcast. J'ai plus qu'à te remercier, Tony. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet épisode. On peut te retrouver, donc vous avez un site internet qui s'appelle garoma-rénovation.fr. C'est ça. Vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Facebook. Oui. Est-ce que j'ai oublié un endroit? Alors Instagram, mais Instagram c'est plus moi seul, c'est pas Garoma. Ça l'était, ça ne l'est plus. Maintenant c'est Biotony Plaquiste. Ok, je rajouterai le lien. Mais pour l'entreprise, c'est très bien ce que tu as cité. Ok. On garde cela, je les mettrai en description. Encore merci pour ta participation, merci pour ce passage sur Robert Caille. Et puis j'ai plus qu'à souhaiter à tous nos éditeurs à bientôt dans Robert Caille. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Robert Caille ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.